Pour le groupe Lyon en commun, Monsieur Souvestre, vous avez la parole pour 10 minutes. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, un grand homme nous a quittés il y a peu, un grand homme qui a vécu à Lyon le grand drame de son histoire lorsque son père, Simon Badinter, a été arrêté rue Sainte-Catherine, à quelques pas de là où nous siégeons aujourd'hui, raflé comme de nombreux juifs pour être déportés dans les camps de la mort. Cet homme, Robert Badinter, va nous manquer. Sa rigueur intellectuelle, son exigence morale, son énergie à défendre coûte que coûte la justice et les droits humains manquent déjà à notre société. Les hommages, unanimes dans la classe politique, ont salué une vision humaniste et une hauteur de vue qui permettent de s'ancrer dans le temps long. En témoignent les effets toujours perceptibles, encore aujourd'hui, des grandes mesures qu'il a contribué à faire voter. L'abolition de la peine de mort, bien sûr, qui a redonné toute sa dignité à l'être humain en l'empêchant de se faire bourreau au nom de la justice. Notre République lui doit aussi l'abolition du délit d'homosexualité, qui a été la toute première étape de ce long chemin vers l'égalité pleine et entière que nous appelons encore toutes et tous de nos vœux. Il a été le premier haut responsable politique à ne pas avoir honte d'accéder aux aspirations d'égalité et de liberté des associations homosexuelles. 42 ans après, l'Assemblée nationale et le Sénat lui rendent hommage. Grâce au sénateur Hussein Bourgi et au député Hervé Solignac, la France se dotera d'un arsenal législatif pour enfin réhabiliter et réparer les personnes injustement condamnées en raison de leur orientation sexuelle entre 1942 et 1982. Si la nation reconnaît et regarde en face tous les pans de son histoire, la République en ressortira grandie. À cette vision humaniste et progressiste qui s'inscrit dans le temps long, s'oppose aujourd'hui une vision court-termiste qui plonge notre société dans un profond désarroi. Avec, pour commencer, les importantes coupes budgétaires annoncées en février dernier, en actant par décret 10 milliards d'euros d'économies à réaliser dès cette année, puis 20 milliards l'année prochaine, le gouvernement lance sans le dire un plan d'austérité qui va peser lourdement sur les politiques sociales. Car nous voyons bien que ce ne sont pas les grandes entreprises ni les plus riches qui vont en payer le prix, même s'ils réclament pour certains d'entre eux d'être davantage taxés, soucieux de redistribuer leurs richesses plus justement. Non, ce sont les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, de la culture et même de la transition écologique qui passent aujourd'hui au rabot. En somme, tous ces secteurs qui permettent de préparer l'avenir plutôt que de l'hypothéquer. Ce sont les étudiants, les demandeurs d'emploi, les travailleurs, les personnes en situation de handicap, les retraités et plus largement toutes celles et tous ceux qui tentent de garder la tête hors de l'eau, qui vont devoir attendre que ce déficit se résorbe pour espérer de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions pour apprendre, pour se loger, pour se soigner, de meilleures conditions pour affronter les conséquences d'un dérèglement climatique passé soudainement au second plan. Alors que nous savons bien que ce sont les plus fragiles et les plus précaires qui en subissent le plus durement les conséquences. Est-ce en maltraitant les citoyens que nous ferons nation ? Est-ce en empêchant les citoyens de vivre dignement que nous affronterons les défis de demain ? En économie, la courte vue ne sauve que le court terme. En politique, l'austérité sème généralement les graines d'une crise sociale et démocratique bien plus profonde. Ces 10 milliards d'euros effacés d'un trait de plume au coin d'une table, sans débat au Parlement, ont de quoi inquiéter. Inquiéter sur la sincérité de cet exécutif en place, inquiéter sur son incompétence à se projeter au-delà de quelques mois. D'ici quelques minutes, notre collègue Audrey Enoch présentera devant notre Assemblée un budget réfléchi, un budget juste, un budget sincère qui vise à maintenir le cap que nous nous sommes fixés. Depuis le début du mandat, notre objectif est clair,
que notre ville demeure un espace de vie, de solidarité, qu'elle assume son ambition écologique sans qu'aucun ne se sente abandonné de la République. À ce sujet, le sort de la politique de la ville nous interpelle également, car nous devons approuver, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, une délibération dédiée au nouveau contrat de ville dénommé Engagement Quartier 2030. Ce contrat est une nécessité, or nous appréhendons cette nécessité avec une très grande inquiétude. Et n'en déplaise au ministre de l'Économie et des Finances, nous sommes loin, dans ces quartiers, de l'État-providence qui veille au bien-être de toutes et tous. Alors que le nombre de QPV augmente dans notre pays et traduit une paupérisation généralisée de la population, l'annulation de 49 millions d'euros de crédits sur la politique de la ville confirme tristement le recul de l'État social partout aujourd'hui dans le droit commun. Les objectifs d'économie à court terme priment sur le fonctionnement des services publics et c'est toute notre cohésion sociale qui est mise en péril. Le gouvernement largue donc les amarres, en témoigne la réforme du RSA, désormais conditionnée à des travaux d'intérêt général, comme si les bénéficiaires de ce minimum vital étaient des condamnés de droit commun en liberté conditionnelle. En témoigne la suppression de l'allocation de solidarité spécifique, la dégressivité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la diminution de l'indemnisation chômage. En principe, les collectivités locales ne devraient pas compenser et combler le désengagement de l'État, mais face à la gravité de la situation de certains de nos quartiers, elles assument malgré tout la responsabilité d'amortir les chocs pour soigner et réparer les dégâts sociaux. Les nouveaux QPM, quartiers populaires métropolitains, dont nous saluons la création par la métropole de Lyon, illustrent bien cette bascule. Ce sont eux qui vont permettre d'accompagner les habitants des quartiers de veille active, puisque l'État se contente, à travers cette appellation, de surveiller quand il ne punit pas les quartiers pauvres sans pour autant leur apporter de véritables soutiens. Cependant, nul ne doit s'y tromper, les collectivités locales ne pourront pas soigner et réparer tous les dégâts sociaux. L'asphyxie financière que nous impose l'État a des répercussions sur toute la chaîne de l'accès aux droits et creuse, in fine, des fractures profondes. Des fractures dont se repaît l'extrême droite et nous font craindre le pire, y compris sur le court terme. Les solidarités se concrétisent dans des droits, et si l'État ne les garantit pas, la promesse républicaine est rompue, tout comme les liens qui font société. Je terminerai mon propos, Monsieur le maire, en observant que l'idée de la gratuité des transports en commun infuse dans les esprits. Idée que nous défendons avec persistance, y compris au sein de notre majorité. En effet, l'offre découverte mobilité, votée par la métropole de Lyon lors de son dernier conseil métropolitain, propose 3 mois d'abonnement gratuit au TCL sous certaines conditions. Ceci est la démonstration que la gratuité peut être admise comme un levier de changement des modalités de déplacement. Aussi, vous pouvez être fier, Monsieur le maire, que vos alliés de Lyon en commun servent de boussole politique à la métropole de Lyon. La gratuité des transports en commun, comme toute autre gratuité, est un choix politique et non un fardeau économique. La gratuité est le choix d'un mode de financement collectif de nos biens communs, et à ce titre, nous proposons d'aller encore plus loin et d'étudier sérieusement le passage en gratuité de nos modes de transport collectifs. Si nous regardons autour de nous, en France, en Europe, il nous semble que tel est le sens de l'histoire. Je vous remercie de votre attention.